Les invités du podcast Diptyque sont artistes, curateurs, conservateurs de musées, galeristes ou collectionneurs. Certains d'entre eux me sont très familiers parce que nos routes se croisent depuis la création du magazine en 2009. Mais d'autres me sont inconnus. Sur le mode de la conversation, j'essaie de comprendre ce qui fait la particularité de mon invité et je vous offre ainsi avec ce podcast un portail intime et unique sur les acteurs de l'art contemporain au Maroc, en Afrique et dans le monde arabe. Ce podcast est réalisé grâce au soutien de l'université Mohamed VI Polytechnique, une université marocaine d'avant-garde dédiée au développement de solutions innovantes pour répondre aux défis de l'Afrique et aux enjeux mondiaux. Chers auditeurs du podcast Diptyque, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Margot Huille et on va parler de la Fondation H à Madagascar. Donc, ce qui est intéressant chez Margot, c'est qu'elle n'arrive pas à la Fondation H par hasard, mais plutôt comme quelqu'un qui connaît déjà très très bien et intimement la fabrique des scènes africaines, leur fragilité concrète. Beaucoup l'ont rencontrée à la 154, ici à Marrakech, où nous sommes en train d'enregistrer cet épisode, aux côtés de Touria. Donc là, elle était dans le moteur d'une foire. Et là, aujourd'hui, à la Fondation H, c'est tout autre chose. Et c'est ce dont elle va nous parler aujourd'hui. Margot, bonjour. Bonjour Myriam. Pour commencer cet entretien, j'aimerais que tu nous dises d'abord comment tu as rencontré donc, la terre de Madagascar, quelles étaient les circonstances dans lesquelles tu as connu ce pays, et qu'est-ce qui t'a fait dire oui à cette aventure, quitter la mécanique d'une foire pour démarrer toute autre chose. Ce qui m'a vraiment convaincue, c'est la rencontre avec Hassana Niriji. En 2020, je le rencontre un peu par hasard. Un ami en commun nous a présentés. Et on s'est raconté nos vies. Il m'a expliqué, lui, son parcours d'entrepreneur et de mécène. Il avait déjà construit la fondation, qui avait déjà 3 ans. Il l'a créée en 2017 et nous, on s'est rencontrés en 2020. Il avait déjà enclenché tout un tas de projets, une vision aussi de ce que lui, en tant qu'homme d'affaires malgache, très ancré sur le territoire malgache, et sur le continent africain, parce que la particularité de son entreprise, c'est qu'elle est dans de nombreux pays en Afrique. Il avait déjà commencé une réflexion, il avait déjà posé des graines, des bribes de ce que pourrait être cette fondation. Et quand il m'a proposé de le rejoindre, j'étais absolument convaincue que cette personne serait une personne à même de porter un projet d'envergure, ambitieux, très ancré, très conscient du contexte dans lequel aussi la Fondation H se place, qui est un contexte particulier, Madagascar, Antananarivo, la capitale. Et j'ai eu une folle envie de rejoindre cette folle aventure. Alors, je renverrai nos auditeurs vers l'important sujet que j'avais traité au moment de l'inauguration de la Fondation H, c'était il y a 3 ans. Mais avant d'entrer plus en détail sur la Fondation H, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu as apporté dans ton trousseau, j'ai envie de dire, quand tu as rejoint la Fondation H après X années à la 154. Quelle était ta connaissance des scènes africaines et qu'est-ce qui fait d'ailleurs que Hasnain t'a choisi toi? Qu'est-ce qu'il voulait récupérer de ta compétence pour lancer cette fondation? C'est vrai que j'ai rejoint Touria en 2013-2014, donc vraiment au tout début de l'aventure 154. J'ai travaillé avec elle pendant 7 ans. On a parcouru des différents continents et contextes. J'ai rencontré une myriade d'artistes à travers 154 et aussi d'institutions, de collectionneurs, de lieux sur le continent qui portaient et qui accompagnaient ces artistes. Et puis en parallèle de ça, avant de rejoindre Touria, j'avais fait un long voyage pendant 1 an et demi à travers le continent africain, donc du Sénégal jusqu'en Afrique du Sud, où je passais à peu près 1 mois dans tous les pays que j'ai traversés pour rencontrer les scènes artistiques et culturelles locales. Donc les artistes, mais aussi les opérateurs culturels, les centres d'art, les institutions, les musées. Et ce voyage-là, je crois, m'a beaucoup apporté. Je recroise encore beaucoup sur ma route d'aujourd'hui. Des gens que j'avais rencontrés en 2012-2013, quand en fait tout ça était encore assez mal documenté, notamment sur Internet. Donc quand depuis l'étranger, et même depuis un pays limitrophe, c'était pas si facile de comprendre ce qui pouvait se passer sur une scène. Et probablement c'est toutes ces expériences et
ce parcours qui m'a nourri et que j'ai emmené dans ma valise malgache. Et il y a des collaborations qui se construisent encore aujourd'hui, qui sont basées sur ces rencontres-là, que ce soit un 54, ce voyage ou même ma vie d'avant, encore avant tout ça. Et notamment Barek Bouchichi qui développe, là pour le mois d'avril 2026, une exposition solo à la Fondation à Marrakech. Pardon. Donc on n'est pas à Marrakech. Recommence. Ouais. Et notamment Barek Bouchichi qui développe un projet d'exposition solo à la Fondation H à Antananarivo en avril 2026 et qui est un artiste que j'ai rencontré sur cette route et que je suis et dont je suis très admirative du travail depuis toutes ces années et qu'on a décidé d'inviter dans le contexte malgache. Alors on va parler de toute la programmation, hein. C'est aussi ce qui nous a motivés à faire cet entretien aujourd'hui. Là, nous sommes en février à la 154 à Marrakech. Mais avant d'entrer dans le détail, j'aimerais que tu nous dises exactement, et on enverra nos auditeurs vers le sujet que j'avais traité sur la Fondation H au moment de l'inauguration. J'avais eu la chance de faire partie du voyage de presse. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la Fondation H, quelles sont ses missions, quel est son projet, son lieu, son fondateur, hein, qui est une personnalité très importante, et puis finalement aussi sa brève histoire qui n'est pas si brève, hein. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Effectivement, pas si brève. Asnan Iridji a créé la fondation en 2017, donc on est dans notre 10e année d'existence. Il l'a créé en 2017 avec un objectif très précis, c'était d'accompagner et de soutenir la scène artistique locale à Madagascar. Lui, en tant qu'entrepreneur, mais surtout collectionneur, il côtoyait des artistes dont il est devenu proche pour certains, notamment Madame Zout et Mandrout. Voilà, c'est des artistes qui l'ont beaucoup nourri de discussions, de relations amicales et professionnelles. Et en dialoguant avec ces artistes, il a pris conscience des enjeux auxquels faisait face la scène artistique malgache et qui étaient notamment ceux du soutien, de l'économie. Ou de l'absence d'économie peut-être plutôt autour de leur travail à l'époque, donc on parle de 2016 à peu près. Et donc il a créé la fondation qui est une entité de droit malgache pour créer un programme très spécifique qui s'appelle le Prix Paritana, qui a donc, on est dans la 10e édition là, cette année, en pleine temporalité de candidature, d'appel à candidature, avec l'objectif de soutenir 3 artistes chaque année à travers des bourses de recherche et de création, des résidences à Paris et à Madagascar, et des expositions solo qui sont souvent les premières expositions de ces artistes, qui sont plutôt des artistes émergents pour ce prix-là spécifiquement, et la commission de textes, de critiques, de journalistes, de commissaires, qui sont eux aussi une sorte de premier regard professionnel, on va dire, parfois international, sur ce travail de ces artistes. Donc voilà, Asnan a vraiment commencé comme ça, et puis ensuite assez rapidement, s'est rendu compte qu'il y avait aussi une problématique de monstration à Madagascar, où les artistes étaient, notamment les lauréats de ce prix, étaient souvent contraints, après ce prix, à exposer leurs œuvres dans des restaurants, des bars, qui étaient un peu les lieux disponibles, finalement, sur la scène locale. Et bien sûr l'Institut français qui restait une institution très importante, hein, qui reste une institution très importante localement, mais qui est voilà, un lieu, une voie. Il s'est rendu compte de l'importance d'avoir un espace d'exposition. Donc c'est ce qu'il a créé en 2019, donc 2 ans après la création de la fondation, avec un premier espace en banlieue, donc pas très bien situé, pas super facile d'accès, un espace d'une centaine de mètres carrés, très beau pour le coup, des grands murs blancs, hyper facile d'accrocher, un vrai terrain de jeu en fait pour faire des tests, pour expérimenter pour un artiste ce que c'est que d'accrocher des œuvres sur un mur, de construire une relation, un dialogue entre des œuvres, une narration à travers un espace. Et puis en ouvrant ce lieu, quelques mois plus tard, il s'est rendu compte qu'il y avait un public, notre plus grande surprise. Assez vite, on a eu plusieurs dizaines de personnes par jour, 50, 60, 70, qui venaient chaque jour visiter ces expositions. C'était une grande surprise, ça, parce que le lieu n'était pas très facile d'accès. On était ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Enfin, vraiment, on s'était mis tous les bâtons dans les roues. Et malgré tout, il y avait un public qui nous a beaucoup interrogés. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint Asnan, et ce qui nous a évidemment donné envie d'ouvrir un lieu qui soit plus ambitieux, de rencontrer ce public, en fait, d'essayer de comprendre qui
avaient envie de voir ces œuvres, qui étaient ces gens qui étaient prêts à faire une demi-heure de bus pour venir voir une petite exposition d'un jeune artiste et qui avaient envie de rester 2 heures. On avait fini par mettre une machine à café dans cet espace parce qu'en fait les gens restaient papoter entre copains. Donc voilà, donc on leur proposait un café. C'est devenu un lieu assez étonnant, un peu hybride. Voilà, donc c'est ce qui a mené à la réflexion autour de ce nouvel espace qu'on a ouvert en 2023. Effectivement, tu étais venu pour l'inauguration. Ça a duré 3 ans, la réflexion sur ce que pourrait être un espace à Madagascar, comment est-ce qu'on allait le concevoir avec une agence d'architecture locale, et puis bien sûr la construction, enfin la rénovation plutôt de ce bâtiment qui est un très vieux bâtiment qui a une centaine d'années. Et alors là, pour le coup, on est en plein centre-ville d'Antananarivo. On a conçu avec l'architecte des modalités, on va dire, d'accès qui sont les plus généreuses et les plus ouvertes possibles. Le trottoir rentre symboliquement à l'intérieur de la fondation. C'était très important pour nous. Les portes sont gigantesques, elles sont transparentes, elles sont toute la journée grandes ouvertes. Il n'y a personne à l'entrée il n'y a pas un bureau d'accueil obligatoire ni rien. Il y a une personne debout qui vous accueille, qui vous dit bonjour et qui vous propose de visiter les expositions en cours ou d'assister à nos événements. On a vraiment essayé de concevoir un lieu qui soit ouvert, qui soit un espace de vie. Alors on dit tous ça, je crois qu'il y a beaucoup d'institutions à travers le monde qui espèrent devenir un espace de vie. Le fait est qu'à Madagascar, c'est un contexte assez particulier. Il n'y a pas de musée public d'art contemporain ou d'art moderne. Donc on a un statut, un rôle assez spécifique. Il y a une immense demande. Aujourd'hui, on a à peu près 1000 visiteurs par jour, 1500 le week-end. Donc c'est un flux très dense de visiteurs. C'est un flux très spécifique aussi parce que 80% de notre public a entre 18 et 25 ans. Donc c'est un public extrêmement jeune, extrêmement captif qui revient. On s'est rendu compte que c'est un public qui revient avec ses grands-parents, avec sa date, avec ses copains de la fac ou du lycée. Qui vient à nos événements, qui vient écouter des discussions super pointues avec des intellectuels de l'université, mais qui vient aussi pour des performances hyper cool qui vont pouvoir poster sur TikTok. Voilà, il y a toute une forme d'expérimentation même, on va dire, qui se fait dans ce bâtiment et qui aujourd'hui est notre maison qui rassemble l'ensemble de nos actions et de nos programmes. On pourra en reparler un petit peu plus, mais donc oui. Pour répondre à ta question de façon un peu plus précise, aujourd'hui la Fondation H, c'est un centre d'art contemporain basé à Madagascar avec une grande maison de 2200 mètres carrés et un grand jardin dans lequel on accueille des expositions locales et internationales et depuis laquelle on opère des programmes qui sont soit dédiés au public, donc à un public de scolaires et un public d'adultes, soit dédiés aux artistes locaux et internationaux. On va en parler un petit peu, j'imagine. Mais voilà, c'est ça aujourd'hui l'ADN de la Fondation. C'est ça qui nous construit avec une envie d'avoir en tout cas une conscience du rôle qu'on a dans la société aujourd'hui. Merci Margot. Je m'intéresse beaucoup moi aux aspects et aux questions des centres et des périphéries. Tout point sur la planète est le centre du monde, c'est même pas un sujet, mais quand on est à Madagascar, je peux pas quand même oublier que Emina Aguesnay, qui va représenter le Maroc à la Biennale de Venise cette année, c'est un très grand projet pour le Maroc. C'est une visibilité extraordinaire pour elle. Je ne peux pas oublier qu'il y a 3 ans, justement, elle était en résidence à Madagascar, à la Fondation H, et qu'il s'est passé quelque chose pour elle là-bas. J'aimerais bien que tu me dises, est-ce que la Fondation H agit comme un centre d'une périphérie lointaine? Comment vous réussissez à mettre et ensuite, parce que tu nous as bien parlé aussi de la manière dont ça fonctionne vraiment comme lieu pour la scène malgache et pour le public et le jeune public. Et tu me diras aussi comment ça fonctionne pour les artistes, est-ce que ça leur donne une visibilité internationale, mais pour les artistes du monde entier qui viennent à la Fondation H, est-ce que c'est un levier important? Qu'est-ce qui se passe à la Fondation H qui permet à une artiste comme Emina ensuite, après de nombreux rebondissements, de se retrouver à représenter son pays à la Biennale de Venise? J'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu ton analyse de ce point. La question du centre, elle est passionnante.
On me dit souvent, mais vous êtes loin. Mais en fait, mais non, en fait, C'est vous qui êtes loin. on est proche, on est là, en fait, et on est un centre. Et comme tu le dis, tout lieu est un centre. Et l'avantage de Madagascar, c'est que c'est une île qui est à la confluence de beaucoup d'endroits et de ce vaste océan Indien qui a construit déjà les différentes populations qui sont arrivées sur l'île, mais aussi sa culture, bien sûr, sa religion, tout ce que cette île est aujourd'hui, sa nourriture, la façon dont on parle, et à la croisée entre l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Est. Et on se sent fondamentalement être au centre. Ouais. Et ça, là-dessus, on est très clair avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a le sentiment d'avoir une voix qui porte depuis un lieu qui est ancré et qui est très stable, qui est ancestral, en fait. Donc, on se sent pas loin. Mina m'a dit à la fin de cette résidence, pendant le voyage de presse, ici, j'ai retrouvé l'usage de mes mains. Ouais. C'est Et quand même Mbarek quelque chose. Bouchichi a intitulé son exposition Les mains des poètes. Alors justement, Donc, ça, c'est une sacrée. parlons de cette Ouais. expo de Mbarek Bouchichi qui est donc programmée pour le mois d'avril à la Fondation. Et ensuite, on reviendra aussi sur ces questions de centre et de périphérie et surtout ce que le terreau de Madagascar permet de faire, quelle liberté ça donne d'être dans ce pays que peut-être on n'aurait pas dans un centre plus classique de l'art contemporain en Europe ou ailleurs. Donc parlons de Mbarek. Et on parlera de Abdullah Karoum aussi. Absolument. L'avantage magnifique qu'on a à Madagascar, comme je le disais à l'instant, il n'y a pas de musée public. Donc il n'y a pas cette histoire-là de projection sur ce qu'est ou peut-être n'est pas l'art dans son ensemble. Donc en fait, on a une liberté magnifique et absolue de définir nous-mêmes, ou de ne pas définir d'ailleurs, surtout de ne pas définir en réalité ce que peut être une œuvre d'art, ce à quoi elle peut servir, voilà, quel statut, quelle place elle a dans la société. Et donc une de nos grands terrains de jeu à la Fondation H, c'est de se pouvoir collaborer avec des artistes et artisans locaux. On ne fait pas beaucoup de distinctions là-dessus. Et de travailler, vraiment de circuler à travers la ville, à travers l'histoire de ce pays, à travers les différentes ressources qu'on peut avoir, quelles qu'elles soient. C'est ce qu'on propose beaucoup aux artistes qui viennent en résidence pour développer des projets. Et c'est évidemment aussi un peu en ce sens-là qu'on a invité Mbarek Bouchichi, qui est un artiste qui travaille vraiment en dialogue. Systématiquement, dans tous ses projets, il y a une dimension d'échange avec d'autres mains que les siennes. Et c'était ça qui nous a intéressés dans son approche. Et donc, Mbarek est venu il y a quelques mois, pendant assez longtemps, à Madagascar pour explorer notamment l'artisanat en fait, locaux, toutes les matières, les couleurs, les saveurs, tout le savoir-faire malgache. Et de ces recherches-là, de ces rencontres surtout avec différents artisans, il a conçu des pièces vraiment en dialogue avec eux, et notamment un instrumentiste qui s'appelle Les Dames, qui est un très grand monsieur de la musique malgache, qui construit des sons, des instruments depuis toujours, et ils ont une sorte de coup de foudre professionnel, et il développe en ce moment un instrument de musique qui sera activé par Les Dames, cette personne, et Mbarek Bouchichi, l'artiste. Dans le sein de l'exposition, il a collaboré aussi avec un jeune designer qui s'intéresse au sorabé, qui est une forme d'écriture historique, la première forme d'écriture qui a existé à Madagascar, qui est à la confluence de l'arabe, de l'écriture latine, enfin de beaucoup de choses. C'est une histoire très riche et très longue. Et Domi Sanji, ce jeune designer, avec Mbarek Bouchichi, a conçu une nouvelle façon, une façon contemporaine d'écrire cette écriture qui n'est plus vraiment connue aujourd'hui, qui est aujourd'hui l'apanage des devins, des sachants, et qui n'est plus utilisée au quotidien à Madagascar. Et ensemble, ils ont recréé cette écriture et que Mbarek va réinterpréter dans des œuvres. Donc voilà, c'est ce genre de langage, de dialogue, de discussion qu'on essaie de mettre en place, et on pense qu'un centre d'art peut aussi permettre ça à des œuvres vivantes, en fait, à des œuvres qui évoluent, qui vont continuer à évoluer, d'exister. Et ça nous amuse, ça nous intéresse beaucoup de se dire qu'on ne va pas seulement accrocher des œuvres sur un mur, mais qu'on va aussi essayer de les construire, de les façonner, en tout cas de permettre à des artistes de les construire et de les façonner au mieux. Donc on est vraiment un lieu de production, c'est très important pour nous dans ce qu'on est. On y tient énormément de permettre la production d'œuvres et le dialogue avec des artistes, artisans, intellectuels locaux. Alors, ce qui est très important aujourd'hui dans la dynamique de l'art contemporain international, c'est la question de la circulation.
Donc en fait, on parlait des centres et des périphéries. Aujourd'hui, le microcosme, c'est surtout le microcosme qui circule beaucoup. On passe de Riyad à Dakar, à Abu Dhabi, Doha, New York et Madagascar. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous-même, vous organisez, là c'est bon, la circulation des artistes, donc là tu viens d'en parler avec Mbarak, mais il y a aussi la circulation des curateurs et des publics qui sont un petit peu les publics prescripteurs, si on peut dire, parce qu'en fait, il y a évidemment une fondation comme la vôtre, elle a une ambition, elle a une double ambition, hein. C'est une ambition locale, évidemment, d'émulsionner une scène locale et de donner de la nourriture intellectuelle à une jeunesse qui est très importante, mais c'est aussi de faire exister cette fondation pour un public international. Comment est-ce que vous organisez cette circulation artistes, curateurs, publics internationaux, sans compter évidemment le public local? Alors, je vais commencer par la question du public. J'ai des chiffres parce qu'on a fait des études de notre public récemment. Mais voilà, sur notre public, on a 95% de public malgache, 3% de public non malgache mais résident à Madagascar et 2% de public étranger, donc touristes ou professionnels du monde de l'art qui se rendent à Madagascar. Comme on le disait à l'instant, on se considère comme étant un centre. Donc en fait, on considère que si les gens qui seront intéressés viendront jusqu'à nous, je crois. Et c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on ouvre des expositions, bien sûr, on communique et on a la chance magnifique d'avoir tout un tas de professionnels du monde de l'art qui sont curieux de savoir ce qu'on peut bien fabriquer dans ce contexte-là et qui viennent jusqu'à nous. Donc ça, c'est très précieux parce qu'évidemment, ça nourrit aussi la scène locale. Et c'est aussi dans cette dynamique-là qu'on invite effectivement beaucoup d'artistes et de commissaires qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est un choix qu'on a fait depuis le début avec Hassanaïn et avec Oupsou Reninour, qui est curatrice à la Fondation H, de collaborer avec des voix extérieures qui viennent d'ailleurs et qui nous apportent en fait d'autres contextes, d'autres façons de réfléchir au monde, d'autres cultures générales, d'autres livres qu'ils auraient lus et que nous n'aurions pas lus. Il y a eu Bonaventure absolument, Sobe Jangdingkung et Bérénice Aliou et Alia Septi pour l'exposition en 2023 de Madame Zou qui inaugurait notre nouveau bâtiment. Bien sûr, et là cette année, on collabore avec différents commissaires internationaux. Je vais les nommer parce que c'est important. Donc Barek Bouchichi, il est accompagné par Oupsou Reninour, donc commissaire malgache. On a en parallèle une exposition de la collection de la Fondation H qu'on va montrer pour la première fois, donc ce qui est assez excitant aussi, sous le commissariat d'Abdellah Karoum. Et puis en novembre, on fêtera les 10 ans de la Fondation avec 2 expositions. Une exposition d'un immense artiste malgache qui s'appelle Temandrout, sous le commissariat de Tamsin Ong, qui est commissaire à la Serpentine à Londres, et Oupsou Reninour, encore une fois, elle collabore. Ça, c'est aussi important pour nous, d'avoir des dialogues entre des commissaires comme Tamsin, qui sont très établis, qui ont travaillé dans les plus grands musées du monde, et Oupsou, qui est à Madagascar, qui parle depuis ce contexte. Je l'ai connue, Oupsou. Absolument. Et qui est brillante et qui est extrêmement engagée sur la scène malgache. Et en parallèle, une autre exposition qui nous tient très à cœur, c'est les 10 ans du prix Paritana. Et donc, on va me présenter le travail de ces 30 artistes qui ont été lauréats sur ces 10 années, avec Gonefal, donc une autre grande dame, et grande inspiration pour nous, qu'on a invité à porter un regard sur cette jeune scène et surtout à dialoguer sur cette jeune scène, elle a stimulé et elle a renouvelé aussi peut-être. Donc ça, c'est l'expo des 10 ans du prix Paris. Oui, en novembre 2026. Ça va être à la Fondation H. À Madagascar, absolument. Okay. Ouais. Donc sous le commissariat de Ngonefal, c'est fantastique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du curating d'Abdellah Karoum sur la collection et du coup, ça te permettra aussi d'entrer peut-être un peu plus dans le détail de ce qu'est la collection de la Fondation H, parce que finalement on voit... Oui, j'en ai pas parlé effectivement. Oui. On voit beaucoup l'activité Centre d'Art, donc avec cette grande expo de Madame Zou, bientôt je vous tisse tous, elle nous a bien tissé d'ailleurs, post-mortem. Et la collection. Alors la collection, effectivement, c'est un projet. En fait, c'est un projet particulier, c'est un projet très personnel d'Hassanaïn Iridji, parce qu'il a commencé la collection avant de créer la fondation. Parce que lui était déjà collectionneur quand il a créé la fondation en 2017. Il était collectionneur de cœur, c'est-à-dire que collectionnait des œuvres et des artistes qui l'intéressaient, qui le stimulaient, qui le faisaient rire ou qui le rendaient triste ou furieux de la condition du monde. Et puis en créant la fondation, évidemment, ça s'est un peu transformé de façon naturelle. Déjà, il a pris une décision qui est importante, qui est structurelle même, qui est de donner sa collection à la fondation. Donc aujourd'hui, l'ensemble des œuvres qui sont acquises par Hassanaïn Iridji appartiennent en réalité à la fondation, qui est une fondation donc droit malgache,
Donc ça, c'est assez spécifique, c'est assez particulier. Ça n'est plus une collection personnelle, c'est la collection d'une institution. Ça, c'est un engagement très profond d'Asnen que je trouve très pertinente. Et un autre point important, c'est que le bâtiment qu'on a rénové et qu'on a ouvert en 2023 n'a pas pour vocation de présenter cette collection. C'était très important, j'en ai parlé tout à l'heure, de se dire que ce bâtiment avait quand même principalement pour objectif de stimuler une scène, de s'amuser, de créer, d'expérimenter, de tester, d'accueillir un public, et de ne pas être trop statique et de ne pas être trop obligé par ce qui existe en fait, par ce qui est dans notre collection. Cependant, évidemment, il nous intéresse quand même de présenter les œuvres qui sont dans la collection. On a la chance d'avoir une collection magnifique et qui grandit d'année en année. Elle contient combien d'œuvres, cette collection ? Écoute, je crois que le nombre n'est pas forcément révélateur de l'importance de la collection, mais il y a aujourd'hui à peu près 800 œuvres, pour te répondre, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que dans ces 800 œuvres, il y a des œuvres petites, plus ou moins... des séries, etc. Exactement. Okay, mais il y a à peu près 800 œuvres aujourd'hui. C'est une collection qui est principalement tournée vers le continent africain, mais pas du tout exclusivement. Et c'est aussi en ça, donc pour te répondre, pourquoi Abdelhakaroum ? Déjà parce que c'est un commissaire dont on admire immensément la voix et le positionnement depuis de très longues années. Et c'est aussi un commissaire qui, à plein d'égards, dont les sujets, dont les centres d'intérêt correspondent aux nôtres, qui a souvent travaillé avec des artistes qui sont très bien représentés dans la collection. Je pourrais en citer quelques-uns, notamment Otobong Kanga, ou Abdoulaye Konaté, ou Mustapha Akrim, des artistes, Sarah Wadou, des artistes dont on est proche du travail en tout cas, qui nous intéressent et qui nous intéressent aussi beaucoup, et aussi parce que la collection de la Fondation H, elle a une particularité, c'est qu'au-delà de la scène africaine, on a aussi une très belle collection d'art italien des années 60, 70, 80, et notamment de Boetti, qui est un artiste qui est très cher au cœur de la SNEN, donc c'est complètement hors sujet, mais voilà, c'est une passion comme une autre, et en réalité qui est très très proche, dont les travaux croisent beaucoup d'artistes avec qui on travaille, d'artistes du continent africain avec qui on travaille. Et il se trouve qu'Abdelhakaroum connaît très bien le travail de Boetti, il a parlé de lui dans sa thèse, c'est un artiste qu'il connaît intimement, dont il connaît intimement le travail, et tout ça nous a assez naturellement conduit vers lui, et assez naturellement envie d'avoir son regard sur cette collection. Et il s'est bien amusé, il a sorti des œuvres, je suis très heureuse de pouvoir les montrer au public très, très prochainement. Donc il va tisser la collection avec les Boetti. Exactement, et il a intitulé il s'est intéressé au kabar, qui est l'art oratoire malgache, la façon de construire et de dire un discours, on va dire, pour simplifier. Et donc il a construit son exposition en 3 temps, qui correspondent aux 3 temps d'un kabar, donc de ces discours un peu cérémonial, on va dire, à Madagascar. Comme une introduction à ce que pourrait être une collection dans un contexte comme Madagascar. Alors j'aimerais bien revenir maintenant au fonctionnement aussi de la fondation en termes de valorisation de la scène locale. Est-ce que vous avez vocation à finalement entretenir la scène locale et notamment accueillir des résidents, peut-être accompagner des ateliers d'artistes de la scène locale ? Tu disais tout à l'heure un point très judicieux, que vous ne faites pas non plus une grande différence, et c'était beaucoup le cas dans l'expo de Madame Zou entre art et artisanat, et c'est vrai que c'est très pertinent dans les scènes des Suds. J'ai vu cette année la Biennale de Bucarest, c'était même la thématique centrale, de ne pas faire de différence, en tout cas de ne pas tracer de frontières entre les mondes artisans et les mondes de l'art contemporain. Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez une activité dans ce domaine ? Et est-ce que, par exemple, vous arrivez à faire émerger des individualités dans la scène ? C'est une grosse partie de notre travail, bien sûr. Et ça, on a plein de choses qu'on a mis en place au fil de l'eau, aussi en dialogue avec la scène locale, pour comprendre les besoins, les challenges, les demandes même, qui nous étaient formulées. Donc il y a tout un tas de choses qu'on met en place. Il y a ce prix Paretana dont j'ai pas mal parlé déjà, qui est évidemment aujourd'hui, je pense, probablement à Madagascar, au-delà même de la Fondation H, je pense un programme qui est le plus identifié quand on parle d'art contemporain à Madagascar. Tout de suite, les artistes vont dire « Ah oui, prix Paretana », avant même de dire la Fondation H. Donc voilà, c'est un programme très identifié. On a des candidatures qui viennent de tout le pays, et ça c'est important parce que c'est un pays qui est très centralisé dans sa capitale. Et voilà, aujourd'hui le prix il rayonne aussi dans d'autres villes, et on a des candidatures régulièrement qui viennent d'ailleurs dans le pays. Donc il y a le prix Paretana bien sûr pour la jeune scène contemporaine malgache. Et puis il y a d'autres choses qu'on a mis en place. Il y a notamment un programme de formation qui s'appelle ENG, qu'on a développé à partir de 2022 à la demande des artistes. Alors ça c'est vraiment
vraiment une demande qui nous a été formulée. Il n'y a pas d'école d'art à Madagascar, ni de beaux-arts, ni d'histoire de l'art, ni de cursus vraiment proprement dédié aux artistes. Donc c'est un vrai enjeu, c'est-à-dire que tout artiste par définition est autodidacte, ou aura étudié d'autres choses bien sûr, mais dans sa pratique artistique est autodidacte. Donc ça, évidemment, c'est un enjeu. Nous, on n'a pas du tout vocation à devenir une école d'art. C'est pas notre métier, c'est pas ce qu'on sait faire. En revanche, on a des compétences, des connaissances, ou en tout cas, on connaît des gens qui ont des compétences et des connaissances sur ce que peut être une carrière d'artiste. Et donc, on a mis en place ce programme qui, chaque année, déploie tout un tas de workshops tout au long de l'année, de modules, de formations sur les thématiques très pratico-pratiques de la vie d'artiste. Donc qui peuvent être de comment construire un portfolio, qu'est-ce que c'est qu'un prix ou une résidence internationale, comment postuler, qu'est-ce que c'est comment fonctionne une galerie, comment pricer ses œuvres, comment construire. On a fait une année entière, on s'est intéressé à la production d'une exposition, donc on a décortiqué la production d'une œuvre jusqu'à la production d'un accrochage et d'une exposition et l'organisation d'une exposition. Chaque année on travaille sur une grande thématique transversale. En 2025 c'était la publication dans le monde de l'art, d'ailleurs on t'avait invité à intervenir dans le cadre de ce module-là. Donc ça c'est un programme qui est très important pour nous. On fait intervenir des professionnels d'ailleurs sur ces thématiques-là, dans l'idée d'accompagner la carrière des artistes qui sont encore parfois un petit peu esselés sur cette scène malgache. Et puis il y a aussi un autre programme très important qui est le programme de résidence, qui invite à la fois des artistes de l'étranger à Madagascar et aussi des artistes malgaches et à Madagascar. Dans notre espace, on a un programme de résidence pour les artistes malgaches. En ce moment, on a 3 artistes en résidence dans la Fondation H, et aussi qui soutient des artistes malgaches dans des résidences à l'étranger. Et c'est par exemple ce qu'on a fait en collaboration avec Gas Foundation, donc la fondation qui a été créée par Yinka Shonibare au Nigeria, à Lagos, avec l'artiste Joey Arisu, qui a passé 2 mois de résidence en novembre-décembre dernier à Lagos, soutenu par la Fondation H. Donc ça va un peu dans les deux sens, c'est-à-dire vers Madagascar et aussi vers le reste du monde, en collaboration avec d'autres plateformes à l'international, et aussi chez nous, parce qu'on a aussi la chance d'avoir un programme de résidence à Paris depuis 2020, et donc on a aussi la capacité d'accueillir des artistes malgaches et internationaux à Paris pour des résidences. Alors je vais te poser peut-être une dernière question, je ne me suis pas beaucoup documentée sur ce sujet, mais est-ce qu'il y aura un pavillon malgache à la Biennale de Venise cette année ? Hélas, non. On a eu la chance immense d'avoir un pavillon malgache une fois. Ouais. Exactement, avec Joël Andriano Meharissou, et pour l'instant il n'y a pas d'autre pavillon malgache. Il y en aura, j'en suis persuadée. On a une scène extrêmement dynamique, on a un panorama d'artistes disons en milieu de carrière, époustouflant, extrêmement sérieux, convaincus, committed comme on dit en anglais. Donc je suis absolument persuadée qu'il y aura un pavillon à Venise, mais Venise est un centre, encore une fois. Et c'est pas le centre. Et c'est pas le centre, mais c'est un centre important. C'est pas du tout pour minimiser. Et bien sûr, je suis absolument convaincue de l'importance que Madagascar soit représenté à Venise. C'est bien sûr primordial, et c'est aussi une visibilité internationale, une reconnaissance aussi, je pense, de la scène malgache, et ce qui se passe pour le Maroc aussi. C'est très émouvant de voir que le Maroc est à Venise. Mais voilà, ça viendra, j'en suis persuadée. Aujourd'hui, il y a tout un travail de fond qui est fait localement et qui est important aussi, qui prend du temps. Je pense qu'il ne faut pas non plus essayer d'aller plus vite que la musique, et la vie est longue. En tout cas, merci beaucoup Margot. Je note que donc il y a 2 grands rendez-vous qui concernent notre intérêt marocain pour l'activité de nos curateurs et artistes sur le continent et à l'international. Donc d'abord l'expo de Bouchichi en avril, et le curating d'Abdellah Karoum sur la collection de Hassan Eridi de la Fondation, qui a lieu donc en avril aussi, en même temps. On ouvre les 2 expositions en même temps. Pour tous ceux qui auraient envie de faire un beau voyage. Merci beaucoup Margot. Merci Myriam.